C'est un invité exceptionnel que nous recevons ce matin sur CNews et Europe 1. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Et merci, Nicolas Sarkozy, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous pour 1 heure de temps, d'abord, pour la grande interview. Puis vous poursuivrez l'échange autour de Pascal Praud avec Vincent Hervouet et Vincent Trémollet de Villers. Votre prise de parole, Monsieur le Président, intervient dans un moment important de bascule, tout d'abord sur le plan international, avec la crainte d'une guerre régionale au Proche-Orient, et important aussi, Monsieur le Président, sur le plan national, avec des interrogations légitimes sur la politique qui sera menée par le gouvernement Barnier, et plus largement sur la situation de la France et la maîtrise de notre destinée. Et tout d'abord, Nicolas Sarkozy, les Français ont ressenti une immense tristesse. Et une colère aussi après le meurtre de Philippine. Tristesse lors de ses funérailles, empreint d'une très très grande dignité. Colère autour du profil de ce suspect marocain, déjà condamné pour viol et sous le coup d'une OQTF. Pour vous, de quoi cette affaire est-elle le nom? C'est vraiment difficile de trouver des mots à la hauteur de ce qu'on ressent tous. Et on est partagé. La pudeur voudrait qu'on se taise pour partager un peu de compassion avec cette famille. Et en même temps, on est révolté. Il y a de l'effroi et il y a de la colère. C'est pas de la fatalité. Jamais cette petite n'aurait dû croiser cet individu. C'est une triple erreur administrative, politique et judiciaire. Les sentiments, comme chacun, j'ai été abasourdi. Mais peut-être avec le recul, ce qui me choque, peut-être pas le plus, mais beaucoup, c'est l'hypocrisie. De qui? La double hypocrisie. Celle de ceux qui hurlent à la récupération, comme si on n'avait pas le droit de commenter quelque chose d'aussi abominable, et qui sont les premiers, je pense à l'extrême gauche, à récupérer quand il y a eu les incidents avec la famille Traoré, il y a eu la polémique sur ce petit jeune de 17 ans, Naël. Et là, ces cris d'orfraie contre un prétendu fascisme, parce qu'on parle de la douleur de cette famille, ou du drame de cette jeune femme, c'est insupportable. Mais une autre hypocrisie, c'est l'hypocrisie d'une gauche qui a transformé le débat sur l'immigration en un débat de posture et jamais de solution. Je voudrais m'en expliquer en 30 secondes. J'étais accusé, je n'ai pas tout fait, bien loin de là. Au moment des charters, j'étais voué au pilori, accusé d'être un fasciste, inhumain, parce que nous organisions, à l'époque d'ailleurs avec les Anglais, des charters, vous savez. Mais qui y avait dans les charters? Des OQTF. Comment voulez-vous expulser des OQTF si vous ne prenez pas un moyen de transport, l'avion, qui permette de les ramener dans leur pays d'origine sans drame? Vous ne les prenez pas au milieu de touristes. Lorsque nous avons fait les peines planchées, je veux dire à M. Dupond-Moretti, contrairement à ce qu'il a dit, que les peines planchées, ça a marché. Première décision. Vous pouvez dire aussi à M. Migaud, qui avait voté contre les peines planchées à l'époque, lorsqu'il était député socialiste. Comprenez-moi, c'est leur droit de voter contre. Mais ils ne peuvent pas ensuite se plaindre de la situation où se trouve le pays, car les peines planchées s'adresseraient très précisément au profil comme celui de cet individu. J'avais demandé qu'il y ait des peines incompressibles minimales et qu'un individu ne soit pas jugé pour le dernier délit qu'il ait commis, mais pour l'ensemble de son œuvre, si vous le permettez. Première décision, c'est la loi Taubira. Supprimer les peines planchées. Pire, lorsqu'en 2004, je crée le fichier des délinquants sexuels, vous savez, c'est les empreintes. Dès que quelqu'un fait un délit sexuel, pas un viol, j'avais demandé qu'il soit dans le fichier. Le syndicat de la magistrature, toute la gauche, Madame Royal, ont hurlé à la défense des libertés individuelles et ont demandé le démantèlement de ceci. Alors qu'aujourd'hui, nous avons ces débats. C'est ce que vous dites, Monsieur le Président. Oui, je veux dire qu'il y a une hypocrisie. Et je veux même aller plus loin. On doit prioriser fermeté, humanité. Vous le dites encore? Non.
la fermeté posera des problèmes d'humanité. Nous allons en parler. Parce que ça nous amènera... On ne peut pas satisfaire en même temps la place Beauvau et la place Vendôme. Nous allons en parler, évidemment. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Nicolas place Vendôme. Sarkozy, vous dites double hypocrisie, et je retiens quand même 3 fautes: administrative, politique et judiciaire. Dans le cas de Philippines, l'administration, la durée de rétention, en tous les cas, la juge n'aurait pas fait d'erreur. Sur le plan judiciaire, il a été condamné et puis il est sorti. Et sur le plan politique, vous connaissez la situation. Vous dites malgré tout que ce sont des failles et tout un système à revoir? Je dis que ce n'est pas une fatalité, qu'il y ait eu des erreurs, il ne m'appartient pas de les hiérarchiser, mais de les pointer. Bien sûr, sur le reste, le problème des OQTF, on doit tout changer. Tout changer. Oui. On pourquoi? manque de volonté politique à ce sujet? Non, je ne dirais pas ça. Lors de la campagne de 2012, j'avais dit, si Schengen n'est pas changé dans un an, la France sortira de Schengen. Pourquoi? L'immigration et Schengen sont gérés par un commissaire européen que personne ne connaît, dont vous êtes incapable, d'ailleurs, je ne vous le reproche pas, de citer le nom. Schengen, qui gère les frontières européennes, doit être dirigé par un gouvernement européen composé des ministres de l'Intérieur qui éliraient en leur sein un président. C'est un sujet politique de première importance. Le responsable doit rendre des comptes. Aujourd'hui, c'est un processus européen administratif. Vous disiez, il y a quelques années, Schengen ne fonctionne plus. Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, est-ce qu'on a encore des frontières? Est-ce que la France a des frontières intérieures? D'abord, je veux dire que les frontières sont un gage de paix, contrairement à ce que j'entends dire. C'est quand les frontières sont indécises, quand elles sont contestées, qu'il y a des risques de guerre. Un peu comme vous êtes chez vous, quand vous êtes propriétaire ou locataire. Quand vous avez un titre de location, un titre de propriété, vous ouvrez votre porte sans problème, puisque vous êtes assuré d'être chez vous. Les frontières, c'est pareil. Il y a une deuxième chose, me semble-t-il, qu'il faut faire. Assez simple. Maintenant, c'est clair, des visas contre des autorisations de retour consulaire. Je veux d'ailleurs dire Pourquoi on le que fait le pas? Maroc, nous en avions à mon époque signé 15. Mais je veux dire que le Maroc se comporte plutôt bien, grâce à la personnalité exceptionnelle du roi du Maroc. Sur l'Algérie, on donne des centaines de milliers de visas chaque année. On doit pouvoir obtenir des centaines d'autorisations de retour consulaire. Ce n'est pas un problème. Pourquoi, Monsieur le Président, ça ne marche pas? Pardonnez-moi. Je repose ma question. C'est un manque de volonté politique. Est-ce qu'on ne veut pas faire pression sur ces pays dits pays sources? Je vous renvoie à ma première remarque. Quand on parle de l'immigration à gauche, c'est pour prendre une posture. C'est pas pour régler un problème. Mais je vais faire dire une troisième chose aux Français qui nous regardent. Nous ne sommes qu'au début de la crise migratoire. Elle ne fait que commencer. Les chiffres sont incontournables. L'Afrique est à 14 km par le détroit de Gibraltar et vous rentrez à pied par la frontière gréco-turque en Europe. L'Afrique a 1,2 milliard d'habitants aujourd'hui. Dans 30 ans, l'Afrique aura 2,5 milliards d'habitants. L'Europe a 500 millions d'habitants aujourd'hui. Dans 30 ans, elle en aura 450 millions. Donc, le pire de la crise est à venir. Rien n'est plus important à mes yeux que l'organisation d'un sommet Afrique-Europe pour qu'ensemble nous parlions des conditions du développement économique de l'Afrique, car le développement économique de l'Afrique est la seule solution pérenne pour répondre aux défis de l'immigration. Il n'y en a pas d'autres. Nos destins sont liés. Nous devons de toute urgence parler de ces questions. Enfin, je fais une dernière remarque. Je pense qu'il faut que l'ensemble des pays européens, et la France notamment, ouvrent des guichets au sud de la Méditerranée pour que les dossiers soient instruits avant que ces malheureux ne traversent la Méditerranée. Et je propose qu'on dise tout simplement... Les pays sont récalcitrants à le faire. Hein. Peut-être, mais il va falloir qu'on évoque ces questions-là ensemble et qu'on les règle ensemble. Parce que une fois qu'un malheureux a traversé la Méditerranée, parfois au péril de sa vie, c'est trop tard pour lui dire mais il faut revenir. Vous dites nos destins sont liés. Tout dossier qui serait déposé ou qui serait instruit après la traversée de la Méditerranée devrait être refusé.
Vous dites, Monsieur le Président, ce matin sur CNews et Europe 1, nos destins sont liés avec l'Afrique et puis plus singulièrement le Maghreb. L'immigration, comment vous l'appréhendez? Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dont nous allons parler, a dit d'abord qu'il souhaitait un référendum sur l'immigration. Il a eu cette phrase: l'immigration, dit-il, n'est pas une chance, ni pour les migrants qu'on ne peut pas accueillir décemment, ni pour les Français. L'immigration n'est pas une chance. J'ai retrouvé l'une de vos phrases. C'était il y a 20 ans, en 2005, lors d'une convention de l'UMP. Vous disiez: l'immigration, j'ose le mot, est une chance. Vous êtes le président qui a permis à Rachida Dati d'être garde des Sceaux dans ce pays, tout un symbole. Est-ce que vous reprendriez aujourd'hui mot pour mot ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur? Monsieur Retailleau a dit beaucoup de choses et dans l'ensemble, je soutiens Monsieur Retailleau. Dans l'ensemble, mais sur cette phrase? Pourquoi? Mais cette phrase répond à une provocation qui est celle de dire, de scander l'immigration est une chance. On ne peut pas la refuser. Moi-même, je viens d'une famille immigrée, puisque mon père est venu de Hongrie. Je dirais l'immigration est un problème. Est-ce que vous vous rendez compte que les deux villes les plus peuplées du monde aujourd'hui, on le dit, c'est Pékin et Mexico, qui sont entre 28 millions et 30 millions d'habitants. Dans 30 ans, Lagos, qui n'est même pas la capitale du Nigeria, aura 40 millions d'habitants. Le Nigeria tout seul, vous m'entendez? Le Nigeria tout seul, dans 30 ans, c'est fait, aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Donc, la question n'est pas de sauter sur sa chaise en disant comme un cabri, c'est une chance. La question est, c'est un problème. Nous ne pouvons plus ignorer notre voisinage avec l'Afrique. Nous devons ensemble prendre les mesures pour permettre aux populations africaines de rester, pour la plupart, sur le sol des pays qui sont les leurs. Pour le reste, la pulsion de migration qui a commencé il y a 3 millions d'années, quand les premiers hominidés sont arrivés en France et qui ont conquis le monde, ne s'arrêtera pas. Donc pour moi, c'est un problème. Monsieur le Président, en vous écoutant ce matin, et vous dites que c'est un problème et vous nous donnez le champ et la profondeur de ce sujet, est-ce qu'on a les moyens finalement d'appréhender ce sujet ou ce problème? Je m'explique. Est-ce que notre état de droit est-il adapté à ce problème? Est-ce que également le droit européen tel qu'il est aujourd'hui et qui supplante le droit national est adapté à ce problème selon vous? De toute manière, on n'a pas le choix. La question migratoire est effroyablement complexe. Elle ne se réglera ni par un coup de menton, ni par une formule magique. C'est complexe. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'en occuper. Il faut prendre ce problème à bras le corps. Que disent les Français? Ils veulent rester dans un pays qu'ils connaissent, héritiers d'une culture qui est celle de leurs arrière-grands-parents, grands-parents, parents, qui veulent transmettre à leurs enfants. La France n'est pas raciste, la France n'est pas fermée sur elle-même, la France veut vivre, survivre, défendre ses valeurs. Ce n'est pas un crime. Vous savez, c'est la différence entre les États-Unis et nous. Le fameux mur entre les États-Unis et le Mexique, qui a été fait par M. Trump, Biden, qui est la gauche américaine, ne l'a pas démantelé. En France, moi je fais voter les peines planchées. Première décision de Mme Taubira et de M. Hollande, les supprimer. C'est une question de posture. Et il faut qu'on abandonne cette posture. Ce sont les postures politiques qui nous empêchent en France de résoudre les problèmes, bien plus que les préoccupations des Français. Bien plus que les complications. Dès que quelqu'un veut faire quelque chose, il est immédiatement accusé d'être quelque part entre Hitler et Laval. Monsieur le Président, il faut aller outre parce qu'il n'y a pas de solution. Bien sûr qu'il faut y aller. C'est le décor politique. C'est la raison pour laquelle je tiens ce discours ici. Mais je dis une chose, vous ne satisferez pas tout le monde. Si vous faites privilégier la fermeté, ce que je souhaite, ce que souhaite M. Retailleau, et il a raison. Il a raison, vous le soutenez ce matin. Oui, je le soutiens. Il y aura des problèmes d'humanité pour tel ou tel qui aurait voulu venir en France et qui ne pourra pas venir en France. On ne peut pas dire tout et le contraire de tout. Je pense qu'on est vraiment aux limites en même temps et que par ailleurs, je ne crois pas que la démocratie soit la recherche d'un consensus. La démocratie, c'est une politique défendue par une majorité qui doit être combattue par une minorité. Je crois à la gauche et à la droite. Moi, je n'ai jamais été de gauche. Et franchement, tous ceux qui m'ont combattu
sur toutes les mesures de sécurité et de lutte contre l'immigration. Rappelez-vous quand j'ai fait le ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Mais j'étais... un grand metteur en scène a dit « honte, j'ai honte de la France ». D'ailleurs, normalement, il aurait dû avoir un intitulé. J'ai honte de la France. Entendu, Monsieur le Président. Pourquoi j'ai voulu un ministère de l'immigration et pourquoi il faudrait un ministère de l'immigration? Parce que l'immigration et le contrôle de l'immigration comportent tellement de problèmes consulaires, sécuritaires, juridiques, humanitaires, européens qu'il faut mettre les pouvoirs dans les mains du même responsable. Faut-il poser la question aux Français, un référendum sur l'immigration? Moi, je ne suis pas contre le principe d'un référendum. Encore faut-il que je connaisse la question. Quelle est la question que vous allez poser? Faut-il plus ou moins d'immigration? La réponse, elle est connue. Bon, si, je préfère, pour moi, le référendum doit être avec une question très précise. J'aurais préféré que Jacques Chirac, au moment de la suppression du service national, le fasse par référendum. En revanche, je n'ai pas voulu que le traité de Lisbonne se fasse par référendum. Je l'ai dit avant les élections de 2007, parce qu'on ne répond pas par oui ou par non à un traité de 454 articles. Sur l'immigration, pareil. Vous pouvez soumettre à un référendum la volonté de transformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. C'est clair. On peut demander aussi si écoutez, les Français il est tout à fait... Quand un sur le contrôle des frontières, monsieur le Président, comme l'Allemagne. Oui, on n'a pas besoin de référendum, on n'a qu'à le faire. Quand un étranger vient pour se faire recoller les oreilles, je comprends que ça choque. Mais s'il est étranger et qu'il est en situation d'urgence absolue, quelle que soit la couleur de sa peau ou quelle que soit sa nationalité, naturellement, il faut le secourir. C'est l'honneur de la France. Pareil pour les réfugiés politiques. Je ne vois pas pourquoi on se prend la peine d'étudier les dossiers individuels lorsqu'ils proviennent de pays qui ne sont ni des dictatures ni en guerre. Par exemple? C'est un détournement. Par exemple, quelqu'un qui vient du Maroc ou quelqu'un qui vient de Tunisie ou quelqu'un qui vient d'Algérie, quels que soient par ailleurs les progrès de ces pays, ont affaire en matière de droits de l'homme, je ne pense pas qu'il y a matière à faire une instruction longue sur les réfugiés politiques. Vous avez rappelé les positions, et vous le soutenez, de fermeté de Bruno Retailleau. Aura-t-il, Nicolas Sarkozy, les moyens de ses ambitions? Le garde des Sceaux, Didier Migaud, tout en faisant part, par exemple, de son émoi après l'affaire Philippines, a estimé qu'il ne fallait pas légiférer sous le coup de l'émotion. Il a dit quelques jours auparavant que la justice n'était pas laxiste. Est-ce qu'on assiste à un choc, à un duel entre l'intérieur? Ce n'est pas une question de tempérament. J'apprécie Bruno Retailleau, qui est un ami, et je connais très bien le garde des Sceaux, puisque je l'ai moi-même nommé à la Cour des comptes, après l'avoir aidé à obtenir la commission des finances. Ce sont des hommes parfaitement respectables. La question n'est pas personnelle, elle est politique. Et lorsque le Premier ministre a dit « fermeté, humanité », je comprends bien pourquoi il dit ça, mais il faudra choisir, car la fermeté aura des conséquences. Et tout le problème du débat politique, c'est qu'on aime prendre des postures, mais qu'on n'en assume pas les conséquences. Si vous avez une politique de fermeté, vous aurez des conséquences en matière d'humanité. À bon entendeur, non pas, non pas. Et c'est évident que les choses se passeront comme ça. Sur la question, je vous posais la question sur l'ouverture. Vous avez Monsieur Retailleau est un ministre affirmé de droite et Monsieur Didier Migaud est à gauche. Vous-même, vous avez été le pionnier de l'ouverture. D'ailleurs, certains vous l'ont reproché. Vous avez été très critiqué. Certains ont même dit qu'au lieu du Karcher, ils ont eu Kouchner. Ça marche l'ouverture? Oui. Vous savez, d'abord, si vous ne voulez pas être critiqué, vous ne faites pas de politique et vous ne prenez pas de responsabilité. J'ai fait l'ouverture, mais autour d'un programme précis qui était le mien. Pas autour d'une espèce de salmigondi où chacun mettait sa sauce. Pourquoi j'ai voulu l'ouverture? Et pourquoi c'est important? La France est un pays violent. Regardez l'histoire de la France. J'aime mon pays. Mais si on me dit que la France est un pays apaisé, c'est qu'on n'est pas resté longtemps en France. Et j'ai considéré que c'eût été une grave erreur de gouverner la France qu'avec ses amis. On ne gouverne pas la France avec un clan. Regardez Mitterrand de 1981, que des socialistes. 2 ans après, c'était la catastrophe. Regardez Chirac de 1995, que des Chiraciens. Là, c'était encore plus rapide. 8 mois après, la catastrophe. Donc je revendique le rassemblement et l'ouverture, mais autour d'une politique claire. J'avais gagné les élections, j'ai ouvert à des gens qui voulaient me rejoindre. Après, on aime Kouchner, on n'aime pas Kouchner. Migaud ou on n'aime pas Migaud. Je voudrais faire une dernière remarque là-dessus.
Les gens deviennent ministres, un grand honneur. Moi, je me souviens quand j'ai été nommé ministre la première fois. J'étais tellement content. Je me suis mis devant la télévision, j'ai regardé, je ne croyais pas mes oreilles de voir mon nom. Et ministre du budget, j'étais très jeune. Mais la capacité des administrations françaises à prendre en main immédiatement leurs ministres pour leur imposer le discours habituel recyclé des autres est quelque chose d'effrayant. Monsieur Migaud est un homme que j'apprécie, qui est intelligent et assez courageux. Mais le discours qu'il a tenu n'était pas le sien, c'était celui de son administration. N'importe lequel des ministres de la Justice, on lui vend ça en disant « sinon tu vas te fâcher avec les autres ». Si on veut se fâcher avec personne, on ne devient pas ministre. Monsieur le Président, dans quelques instants, c'est Pascal Praud avec Vincent Trémollet de Villers et Vincent Hervouet qui va poursuivre l'entretien. J'ai quand même deux questions très importantes aussi, puisque vous parlez de la ligne politique. Monsieur Barnier va prononcer, ce sera un moment important, demain son discours de politique générale. Il y a un point précis, ça tient à cœur les Français sur les impôts. Il va y avoir une augmentation probable des impôts, ciblée, semble-t-il, sur les plus aisés et les entreprises multinationales. La droite et l'augmentation des impôts, c'est la facilité aujourd'hui ? D'abord, moi, j'ai soutenu la nomination de M. Barnier. Oui. J'ai évoqué... Vous avez même prôné. Exactement. Pas prôné, je ne me suis pas permis, mais j'ai eu de nombreuses discussions avec le président de la République. Quel que soit ce qu'on pense de M. Macron et de son bilan, il est le président de la République. Aider le président de la République, c'est aider la France. On a suffisamment de crises, ce n'est pas la peine de créer une crise politique. Donc je souhaite de toutes mes forces le succès de M. Barnier et de son gouvernement. Pour le reste, je veux dire de la façon la plus claire que si, après 7 années de stabilisation des impôts par Macron, un Premier ministre de droite fait l'augmentation des impôts, je le dis sans détour, cela serait une erreur conditionnelle, puisque naturellement, M. Barnier ne m'a pas fait confidence de ses intentions. Mais pour moi, ce n'est pas possible. La France est le pays qui paye le plus d'impôts, le pays où la redistribution est la plus grande, le pays où le montant des dépenses publiques est le plus élevé et le pays où le sentiment d'injustice est le plus grand aussi. Donc, raisonner en termes d'augmentation d'impôts serait une erreur économique. La France a besoin d'emplois, de croissance, d'investissement, pas d'augmentation d'impôts. Pour conclure, Nicolas Sarkozy, ce matin sur CNews Europe 1, on a commencé cet entretien en parlant de Philippines et plus largement d'insécurité de nos frontières. Nous parlons à présent d'endettement, de déficit. Un pays qui n'est pas capable de maîtriser ou qui a du mal à maîtriser ses frontières. Un pays qui n'est pas capable ou qui a du mal à maîtriser ses finances. Est-ce que c'est encore une nation ? Est-ce que le pouvoir a encore le pouvoir en France ? Vous savez, ça fait bien longtemps que je pense que les responsables politiques, et notamment le président de la République, n'ont pas trop de pouvoir, mais pas assez. Nos démocraties deviennent des régimes où tout le monde peut dire non et où personne ne peut dire oui. Mais ce n'est pas simplement le sujet de la France. Regardez, prenez un peu de recul. Regardez l'ensemble de la planète. 8 milliards d'habitants. L'Occident, c'est moins de 800 millions. Donc l'axe du monde a muté à une vitesse exceptionnelle. Plein ouest, c'était nous l'axe du monde. Aujourd'hui, plein est, c'est l'Asie. Il faut donc que nous nous ressaisissions tous pour défendre nos valeurs et comprendre que le monde dans lequel nous sommes n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a 20 ans. Je vous remercie Nicolas Sarkozy. Permettez-moi d'évoquer pour conclure, c'est important, c'est un engagement avec la campagne et votre engagement pour une campagne intitulée « Guérir le cancer de l'enfant » au XXIe siècle. On parle des cancers pédiatriques. C'est la campagne de l'Institut Gustave Roussy. C'est très important pour tous ceux qui nous regardent. Un mot, un message. C'est évidemment indicible, c'est une douleur très profonde. Vous savez, si l'injustice a un nom, c'est le cancer des enfants. J'étais jeudi toute l'après-midi à Villejuif. J'ai vu une petite qui a un cancer du rein avec récidive, 2 ans. Une autre de 12 ans qui a un cancer des os. À longueur de médias, j'entends des gens qui crient l'injustice qui leur est faite. Je les engage à regarder du côté du service pédiatrique de Villejuif, et là, ils verront l'injustice dans ce qu'elle a de plus fort. Tout cela ramène à l'essentiel, donc merci, Monsieur le Président. Nicolas Sarkozy, je vous remercie.